Nous sommes dimanche, c'est un nouveau rendez-vous du 7 Info, l'essentiel de l'actualité de la semaine sur BF1. Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro. Et ils sont deux invités sur ce plateau pour m'accompagner. J'ai avec moi notre consultant politique, Siaka Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également M. Issa Zoné, il est artiste photographe. Il vient de rentrer d'un festival de photographie à Abidjan. C'était du 18 au 22 juin dernier. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. On en parle dans un instant. Mais avant, parlons de cette situation critique dans le secteur de la santé. On en parle de moins en moins. Et pourtant, la situation est inquiétante, en tout cas dans ce secteur qui fait face à une grève des travailleurs. Des hôpitaux déserts, mais pas pour la bonne raison. Ce n'est pas que tous les malades sont guéris, mais plutôt la conséquence d'un mouvement de grève entamé par les médecins. Voilà 5 jours que les médecins ont déserté les hôpitaux du Burkina à l'appel de leur syndicat. Du centre hospitalier universitaire de Bogoudgou au centre hospitalier universitaire de Tengango, en passant par le CHU pédiatrique Charles de Gaulle, difficile, voire impossible de trouver un médecin. Seuls les chefs de service viennent de temps en temps, nous apprend-on. Au service des urgences de l'hôpital de Bogoudgou, nous avons la chance de trouver le chef de service toujours sur les lieux. Ce n'est pas une sensibilité et il faut qu'on restitue les choses et il faut dire la vérité. C'est leur responsabilité de chef de service qui les oblige à passer voir l'état et la situation du service pour pouvoir faire donc le rapport de la situation au cas où l'administration me demanderait un rapport. C'est dans ce but que les chefs de service passent à l'hôpital. Des propos pour signifier qu'au sein de cet hôpital, le mot d'ordre de grève est suivi par la quasi-totalité des médecins soignants, des bureaux fermés et des lits d'hospitalisation inoccupés. Cette dame, venue pour la consultation de son enfant, est priée de revenir ultérieurement. Seuls les malades hospitalisés avant le 30 juin dernier, date du début de la grève, bénéficient de quelques soins élémentaires. Ça y va de soi. Les malades viennent à l'hôpital parce qu'il y a quelqu'un, un répondant, il y a quelqu'un pour les soigner. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour les soigner, ça y va de soi que l'hôpital soit désert. Même constat au CHU de Tengango, cet autre hôpital de référence de la capitale burkinabé. Très souvent épargné par les mouvements de grève, l'hôpital de Tengango ne fait pas l'exception cette fois-ci. De par le passé, le médecin, surtout dans cet hôpital, ne partait pas en mouvement. Mais il faut dire que c'est dû aux problèmes qui se succèdent et qui ne trouvent pas de solution. Vous prenez l'exemple dans cet hôpital, vous avez l'IRM qui n'est pas fonctionnel depuis presque 2 ans. Depuis tout ce temps, nous avons cessé de parler, d'interpeller l'autorité pour qu'une solution soit trouvée, mais rien n'est fait. Donc on exerce notre art dans des conditions vraiment déplorables, mais c'est nous qui le savons que c'est déplorable. Vous avez un AVC aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire de scanner, on est obligé d'appeler des ambulanciers pour trimballer le malade, aller en ville, faire un scanner et revenir, alors que nous sommes un hôpital de référence. C'est vraiment, et ça perdure, le problème c'est que ce n'est pas ponctuel, ça perdure depuis 2 ans, c'est vraiment inadmissible. Il y a les examens vraiment poussés qui sont réalisables au Burkina, il faut aller dans le privé pour le trouver. Et nous pensons que vraiment il est temps qu'on se lève pour que nos conditions de travail puissent s'améliorer, pour que nous puissions avoir nous-mêmes une satisfaction morale en travaillant et également mieux soigner nos populations parce que nous sommes là pour la population. Du côté du CHU pédiatrique Charles de Gaulle, c'est la rupture fréquente et prolongée des consommables qui est évoquée pour justifier en premier lieu l'adhésion à cette grève. Le syndicat des médecins du Burkina, à l'instar des autres syndicats de la santé, exige la mise en œuvre de la loi portant fonction publique hospitalière qui, pour eux, est censée mettre fin aux dysfonctionnements constatés dans les services de santé. Et si rien n'est fait au-delà de ces 7 jours, il y a une suspension illimitée de certaines activités jusqu'à ce que le gouvernement réponde favorablement à la requête. Et il n'y aura plus de consultation. Il n'y aura plus d'activités programmées, ça veut dire les interventions qui ne sont pas urgentes ne seront pas faites, les consultations qui ne sont pas urgentes ne seront pas faites, seuls vont fonctionner les services d'urgence. Ce mot d'ordre de grève qui court jusqu'au 7 juillet prochain est observé par 3 autres syndicats du secteur de la santé. Voilà pour ce qui est donc de la crise dans le secteur de la santé, une situation en tout cas inquiétante. Et c'est dans ce contexte qu'au niveau
du Premier ministère, on annonce la reprise très prochaine du dialogue gouvernement-syndicat. Ils s'étaient séparés en queue de poisson le 21 mai dernier. Le gouvernement et les organisations syndicales reprennent langue ce 5 juillet. À l'époque, le chef du gouvernement promettait de revenir avec des propositions sur la table. Plus d'un mois après, Christophe Dabiré tient parole. Et aujourd'hui, j'ai pris l'initiative de les convoquer, de les inviter pour qu'ils viennent afin que nous puissions échanger sur les conditions de la reprise des discussions. Nous dirons que l'instrument que nous avons et qui constitue une institution de rencontre entre le gouvernement et les syndicats, c'est un instrument important et nous n'avons pas le droit de remettre en cause cet instrument-là pour des raisons qui sont des raisons diverses et parfois dilatoires. L'unité d'action syndicale exige l'annulation du prélèvement de l'UTS sur les primes et indemnités dans le privé. Le gouvernement qui ne l'entend pas de cette oreille est à présent disposé à négocier les contours de cette exigence. Nous allons mettre en place un petit comité technique qui va examiner les conclusions de ce document qui a été élaboré en 2016. Chacune des parties aura le retour de l'examen par le comité technique. Et à partir du 22 juillet, nous allons reprendre les discussions sur le cahier de doléances et particulièrement sur cette question des UTS. Nous avons tenu non seulement à saluer cet esprit de nous recontacter, nous avons tenu aussi à rappeler que la quarantaine de membres dans la délégation syndicale indique que conformément à notre esprit d'ouverture et à l'éducation qui nous a été transférée par nos dévanciers dans la lourde responsabilité de tenir le drapeau syndical, quelles que soient nos préoccupations, nous avons estimé qu'il était nécessaire de venir écouter. Ils ont écouté avec intérêt. Ils ont même actualisé leurs doléances au regard de la situation nationale. Une chose est d'avoir une amélioration des conditions de vie. Une chose est de programmer des rencontres gouvernement-syndicat, mais la chose pour nous qui est la principale, c'est de d'abord rester en vie et en sécurité. Donc, nous avons rappelé 3 aspects. Les aspects qui portent sur ce que nous avons constaté à travers l'Assemblée nationale, sur la remise en cause des libertés d'expression, à travers la loi portant code pénal qui a d'abord criminalisé dans notre pays l'insurrection populaire. Pour des gens qui se disent insurgés, ce n'est pas pardonnable. Et donc, nous exigeons à ce que cette loi véritablement soit revue. Le deuxième élément, portant également sur le respect des conventions internationales, c'est les affectations et les brimades diverses que nous constatons à l'endroit de la police nationale, à savoir l'APN, l'Alliance Police Nationale. Et le troisième élément, le plus grave, abordé à cette rencontre selon Bassolma Bazier et ses camarades, c'est l'assassinat des militants de l'Organisation démocratique de la jeunesse dans le Yaga. Les organisations syndicales exigent que l'autopsie soit réalisée sur les 3 corps aux frais de l'État. Le chef du gouvernement n'est pas contre. À toutes ces doléances, des réponses seront apportées le 22 juillet prochain à la reprise du dialogue entre les 2 parties, a-t-il conclu. Le gouvernement et syndicats qui vont reprendre langue le 22 juillet prochain. Siaka Koulibaly, le gouvernement visiblement qui semble disposé à apporter des réponses au préalable posées par les organisations syndicales, notamment la question de l'UTS, mais comme on le voit, les syndicats qui réactualisent effectivement leurs doléances avec d'autres points qui viennent d'être inscrits et qui pourraient aussi bloquer ce dialogue dès l'ouverture. Oui, je pense que cette fois-ci, il n'y aurait pas blocage dans la mesure où les couleurs sont déjà annoncées. Les syndicats exposent déjà les points sur lesquels ils aimeraient discuter avec le gouvernement. Alors que la fois dernière, c'est justement parce qu'il n'y avait pas eu de concertation préalable que le gouvernement s'était retrouvé face à des demandes surprises et que les syndicats ayant demandé tout de suite une satisfaction de ces questions-là, ce qui n'avait pas pu être fait, les syndicats avaient donc quitté la salle des rencontres. Maintenant que les partis annoncent avant le dialogue les couleurs, annoncent donc les points de revendication, en particulier les syndicats, je pense que ça va donner le temps au gouvernement de préparer les quelques réponses qu'il peut avoir et puis de sorte qu'au moins le dialogue se tiendra
et qu'à l'issue, il y aurait certainement des comités interpartis qui vont se retrouver pour continuer à éclairer les cas. Mais quand on sait l'importance de l'UTS, l'impôt, comme le dit, le plus sûr, stable, qui vient, je crois, en 3e position dans la collecte, est-ce qu'effectivement le gouvernement peut donner satisfaction à cette doléance des organisations syndicales? C'est là toute la question et c'est en cela on craint qu'il y ait encore un blocage. Très certainement, il y aura une réponse positive. Ou alors on va vers un juste milieu à trouver voilà, par rapport à c'est ce que je cette veux dire. question. Le gouvernement très certainement va proposer une réduction du niveau de décote de ce qu'il perçoit sur ces fonds-là, de sorte que les syndicats verront bien si dans un premier temps il ne faut pas accepter une négociation, un juste milieu là-dessus, et puis peut-être dans un autre temps revenir sur peut-être l'annulation ou une autre formule de perception de cet impôt-là. Ce qui est sûr, c'est que cette fois-ci, le gouvernement va faire des propositions et les syndicats apprécieront. À entendre justement Bassolma Bazié, il l'a dit, c'est vrai qu'il y a des revendications, mais déjà, quand on parle de réactualiser, c'est aussi de nouvelles bases, c'est-à-dire aussi d'autres préalables qui sont posés, parce qu'il dit que c'est vrai qu'il y a des préoccupations, des doléances, mais on a besoin d'être en sécurité. Et il a évoqué encore là une fois la question donc, de la loi pénale avec l'inscription, la criminalisation de l'insurrection, mais aussi ces questions de liberté d'expression qui sont posées à travers cette loi, même si entre-temps il y a eu cette autosaisine du Conseil constitutionnel, mais c'est aussi ces affectations de militants de l'Alliance Police Nationale. Ça semble être aussi des préalables qui pourraient être sur lesquels les syndicats souhaiteraient avoir des solutions bien avant qu'on ne rentre dans le fond. Tout à fait, c'est clair. Ce que je veux dire ici, c'est que maintenant on sait que ces questions vont être posées par les syndicats. Le gouvernement a donc le temps de préparer ses réponses. Voilà. Ce qui la dernière fois n'était pas le cas. Et le gouvernement s'est retrouvé avec des demandes le matin de l'ouverture de la discussion. Là, il n'y a pas de surprise. Voilà. Ici, il n'y aura pas de surprise. Ils ont les informations sur ce qui va être posé par les syndicats, ce qui donne largement le temps au gouvernement, d'ici le 22 juillet, de trouver les réponses, y compris celles qui sont difficiles, notamment les persécutions que subissent les agents, et notamment ceux de la police. Donc, c'est des questions que le gouvernement peut donner des réponses d'ici là. Donc, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui, enfin, pour la prochaine fois, je ne pense pas qu'il y ait blocage. Il peut y avoir mésentente à la fin de la concertation, parce que les uns et les autres ne se seraient pas mis d'accord sur le contenu des propositions. Mais aujourd'hui, je crains qu'il n'y ait plus, enfin, je pense qu'il n'y aura plus de blocage dès l'annonce de la concertation. Et paradoxe, pendant que ce dialogue va s'ouvrir, il y a des secteurs qui sont paralysés. Oui. C'est une surprise pour moi de voir que les médecins, la grève des médecins a autant d'impact sur le système de santé. Effectivement, à y réfléchir, on voit que dans le dispositif, dans la chaîne d'organisation du système de santé, les médecins sont au cœur donc, de ces dispositifs-là. C'est eux qui sont les responsables des services de santé. Donc s'ils ne sont pas là, personne d'autre ne peut prendre des responsabilités, notamment consulter des patients, décider de l'hospitalisation ou du traitement à suivre. Du coup, le personnel accompagnant, je vais parler des autres corps de la santé, ne peut pas travailler, même si eux ne sont pas en grève. Ce qui donne donc... c'est vrai que le syndicat des médecins n'est pas seul, il y a aussi d'autres syndicats Ce qui donne la désolation qu'on a pu constater avec l'élément que vous avez passé. Et ça appelle donc le gouvernement à réagir rapidement. Peut-être que cette question ne devrait pas attendre le 22 juillet pour être plongée dans la négociation globale. Mais il faut qu'au niveau de la santé, il y ait des négociations pour rapidement régler cette question. Autrement, le désastre pourrait être très important et ça peut jouer sur l'opinion et tout le reste. On attendra donc de voir. Il y a aussi l'occasion saisie par les journalistes pour interroger le Premier ministre sur ce dossier. Qu'en est-il de la réduction du train de vie de l'État? Pour le Premier ministre, les choses avancent bien. Le gouvernement s'est réuni la dernière fois pour essayer d'examiner les conclusions de l'évaluation qui a été faite dans la mise en œuvre des différents points qui ont fait l'objet d'instructions de la part du chef de l'État. Et c'est ainsi que nous avons constaté, par exemple, pour la remise à plat des rémunérations des fonctionnaires ou des agents publics de l'État, nous avons constaté que le dossier a largement avancé. Nous avons eu des rencontres avec les partenaires sociaux
Et nous avons décidé de reprendre le document pour finaliser et faire en sorte que les rémunérations, la masse salariale soit réellement en conforme avec nos capacités financières au niveau du budget de l'État. Il y a d'autres points sur lesquels nous avons constaté des avancées significatives et nous sommes satisfaits de ce qui se fait, mais il faut que nous continuions à faire des efforts sur ces différents points-là pour que, à la fin de cette année, nous puissions avoir des rémunérations qui soient conformes à nos capacités, que nous puissions avoir des dépenses publiques qui soient en rapport avec nos recettes propres, parce qu'aujourd'hui, nous travaillons à faire en sorte que notre pays puisse avancer en dégageant une épargne budgétaire qui va nous permettre de faire des investissements au profit de l'ensemble des populations. Donc ce dossier avance très bien. Les instructions ont été données par le chef de l'État au cours de la rencontre que nous avons eue, au cours du Conseil des ministres. Et c'est pourquoi nous avons tenu à faire l'économie à l'attention de l'ensemble des populations pour que les gens sachent que lorsqu'on parle de réduction du train de vie de l'État, nous n'avons pas rangé ça dans les tiroirs. Nous sommes en train de travailler dessus. Mais nous ne pouvons pas venir tous les jours vous dire « Ah, concernant les séminaires, nous avons pris telle décision. Concernant les pauses café, nous avons pris telle décision. Concernant les véhicules de l'État, nous avons pris telle décision. » Mais nous savons qu'au niveau des différents ministères et des différentes institutions, les instructions ont été données pour que, à tous les niveaux, nous puissions réduire le train de vie de l'État et nous travaillons à faire en sorte qu'il en soit ainsi. Et nous espérons que nous allons revenir encore à cette conférence nationale des forces vives de la nation autour de la remise à plat des rémunérations avec un document qui sera propre, qui aura pris en considération les préoccupations des organisations syndicales, les partenaires sociaux. Et voilà donc pour la réponse à cette question, Siaka Coulibaly. Est-ce que le gouvernement, sur ce point-là précis, n'est pas un peu embarrassé? On a l'impression qu'on cherche à gagner du temps sur cette question, sinon ça fait partie d'ailleurs des revendications de l'unité d'action syndicale, la réduction du train de vie de l'État. C'est le signal qui est attendu. Mais là, c'est vrai qu'il y a des aspects qui nécessitent tout un processus, mais je pense qu'il y a des points sur lesquels le gouvernement très vite pouvait donner le signal. Oui, je crains que le gouvernement ne soit embarrassé un peu plus même que ce que nous pouvons voir maintenant, dans la mesure où, dans la réduction du train de vie de l'État, le principal point, c'est celui de la rémunération. Or, on le sait maintenant, apparemment sur cette question, il n'y aura pas d'entente, pour la simple raison que pendant que le gouvernement propose une mise à plat, c'est ça l'expression, on n'a pas encore vu la teneur de ces propositions, pendant que le gouvernement propose une mise à plat, il y a des revendications qui font penser qu'il n'y aura pas une remise à plat, dans la mesure où il y a des revendications catégorielles. Si on prend le statut valorisant de l'enseignement, il va faire une différence avec les autres corps de la fonction publique. Prenons le cas de la fonction publique hospitalière, qui est déjà un statut particulier, et en plus de ça, les médecins sont en train de faire des revendications qui n'ont rien à voir avec la fonction publique hospitalière. Donc je crains qu'au final, on ait une situation de revendication qui ne permettent pas au gouvernement d'appliquer sa vision de réduction du train de vie de l'État, en passant par les rémunérations des agents, qui, selon lui, devraient être conformes aux recettes. C'est vrai, c'est une approche... c'est effectivement une approche qui se veut graduelle, mais il y a une approche qui peut être audacieuse, c'est qu'au niveau même de l'exécutif, des ministres par exemple, on fasse quelque chose pour donner un signal. C'est peut-être là, à ce niveau, qu'il faut faire quelque chose. C'est vrai que ce côté peut jouer énormément, parce qu'il y a un caractère symbolique à ce niveau. Mais en termes de montant, c'est insignifiant par rapport à la masse qui est concernée par la réduction du train de vie de l'État. Si on réduit... Le symbole, il est important pour créer le dialogue. Je sais. Pour créer le dialogue, effectivement, il faut dire aux agents que voilà, l'exemple a été donné au plus haut niveau, ce qui fait qu'eux aussi devraient voir dans quel sens ils peuvent réduire leurs prétentions. C'est vrai que ça peut permettre de faciliter le dialogue, mais au fond, ça va m'étonner que, vu la façon dont les choses sont parties, on ait des blocages encore un peu plus importants dans l'avenir. Parce que quand le gouvernement, visiblement lui-même, ne semble pas prêt à faire des concessions sur un certain nombre d'avantages, les membres du gouvernement, je vais dire, ça va être difficile de dire aux citoyens, oui, on revoit par rapport à cette question du train de vie de l'État, par rapport à vos salaires, à vos émoluments, c'est plus compliqué. Oui, bien sûr, c'est clair. C'est la première fois qu'on a vu l'explosion des traitements au niveau des ministres, parce qu'il y avait des décrets là-dessus qui fixaient les taux de rémunération des ministres. Et on a vu avec le gouvernement, ce gouvernement-ci, des négociations à la tête du ministre qui faisaient qu'il y a des sommes qui étaient assez importantes, ce qui justifiait que,
au niveau des agents aussi, ils revendiquent aussi des améliorations qu'ils considèrent comme étant des améliorations statutaires, normales, qui ne sont même pas des avantages spéciaux. Et là, jusque-là, le gouvernement n'a pas encore fait preuve. Mais je suis sûr que ce côté, à mon avis, il n'est pas difficile à régler. En un rien de temps, le gouvernement peut décider aujourd'hui de normaliser les rémunérations. Si on voit le document que le ministre de la fonction publique va proposer sur la remise à plat, très certainement qu'il y aura donc cette partie qui va donner le sens dans lequel on va aller pour la remise à plat. Si on propose une remise à plat au niveau de tous les agents et qu'au niveau des membres du gouvernement, rien n'est fait, c'est sûr que le dialogue ne pourra même pas démarrer. Voilà, donc on attendra de voir donc sur cette question. Autre sujet d'actualité cette semaine, c'est bien la question des déplacés. À Piscila, ils vivent une situation assez difficile. Suivez ce reportage que nous avons réalisé cette semaine. Cela fait 6 jours que Adiaratou Sawadgo vit dans ce nouveau camp de déplacés à Piscila. Venue d'un village situé à 17 km de là, elle est arrivée en compagnie de sa coépouse embarquée dans des charrettes avec 13 de leurs enfants. Depuis une semaine, elle et sa progéniture se contentent d'un repas par jour. Nous n'avons pas pu apporter des vivres. C'est dans la ville que nous demandons la farine à nos connaissances d'ici et de temps en temps entre nous-mêmes. Donc nous ne préparons qu'une seule fois par jour au risque de puiser notre stock. C'est seulement hier nuit qu'un de nos parents nous a offert une maison en ville. Et nous sommes plus d'une trentaine à habiter dans la même maison. Sinon depuis 5 jours, c'est ici à l'école qu'on logeait. Depuis le 26 juin dernier, elles sont environ 12 000 personnes de plus d'une dizaine de villages à converger vers Piscila dans la province du San Matenga pour fuir les attaques terroristes dans leur village. Les derniers assassinats, c'était le 25, ce qui a provoqué le déplacement massif de cette population. Des villages du nord, bien sûr. Ce n'est pas le seul site, il y a les familles d'accueil et il y a des sites dans d'autres villages, comme Wanoubian et puis Kwalama. Il y a déjà des vivres qui sont là, de la part du CONASUR. On attend toujours des dons et pour pouvoir prendre en charge tous ces déplacés. Parce que ce qui est là, ce n'est même pas suffisant. En attendant une meilleure prise en charge, ces milliers de déplacés vivent plus de la générosité de la population et des donateurs. Depuis le matin, cette mère de 7 enfants sait qu'un député de la région leur rendra visite. En face des visiteurs du jour, elle affirme ne pas connaître un seul d'entre eux, mais se réjouit quand même du message de solidarité prononcé par le député Mathias Ouedraogo. Sachez que ce n'est pas seulement un souci à vous seuls, il est aussi le nôtre. Nous sommes là pour que vous sachiez que vous n'êtes pas abandonnés à votre misère. Même si on venait vous donner de l'or ici, cela ne vous ferait pas plaisir. Pour toute personne, le mieux c'est d'être chez soi. Que Dieu vous aide à retourner dans vos domiciles et en toute quiétude. En plus de ce message de compassion, le député Mathias Ouedraogo a apporté à ses déplacés internes de l'huile, du sucre et 80 sacs de vivres composés de maïs et de riz. Je profite aussi de lancer un appel aux bonnes volontés de venir en aide à ces déplacés-là qui, pour le moment, n'ont rien. Quand vous êtes arrivés, qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que quelques salles de classe peuvent loger 15 000 personnes? Non. Est-ce qu'il y a un système de santé pour s'occuper de leur santé, alors que la plupart de ces déplacés-là sont des enfants et des femmes? Est-ce qu'il y a une sécurité tout autour de leur lieu d'hébergement? Non. Je pense que tous ces problèmes-là doivent être résolus de façon prompte afin que les populations puissent retrouver la quiétude qu'il faut et qu'ils puissent gagner chacun à son domicile. Touchés par cet acte de solidarité, les déplacés appellent néanmoins le gouvernement à tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent retourner dans leur village d'origine. Car pour eux, être dans la position de tendre éternellement la main n'est pas la meilleure option. Et voilà, Siaka Koulibaly, ça reste
là un problème une équation assez difficile à résoudre pour le gouvernement, cette question des déplacés. Ça demande beaucoup de moyens. Et là, c'est une réalité qui semble difficile à régler. Oui. Les déplacés que nous venons de voir posent deux sortes de problèmes. Il y a le problème de leur prise en charge, avec le nombre qui gonfle de jour en jour. Donc il faut des moyens importants à l'État pour assurer leur protection. Mais le plus important, c'est l'insécurité qui fait que ces déplacés se retrouvent là. Et cette insécurité n'étant pas prise en charge, je dirais, dans le court terme de façon suffisante, on peut craindre que le nombre augmente ou que ce soit des déplacés de longue durée. Ce qui pourrait être un poids important, à la fois pour l'État, mais pour les collectivités également. Et peut-être qu'il va falloir demander l'aide internationale massive, de sorte à ce que cette situation puisse être prise en charge. Et je me demande, les problèmes s'accumulent au niveau du gouvernement. Comment est-ce qu'ils vont faire face à la fois aux demandes donc, des agents publics et aussi aux situations inespérées comme ça qui arrivent. Donc le gouvernement a vraiment du pain sur la planche avec toutes ces situations qui émergent en même temps. Et là, c'est comme si, dans cette lutte contre le terrorisme, c'est l'autre stratégie pour ces groupes terroristes, arriver justement au niveau des populations, à créer cette peur, à créer ces situations de déplacés à l'interne. Oui. Les déplacés qu'on voit ici, ce sont ceux qui sont issus de la dernière dimension de la lutte du terrorisme, à savoir les conflits intercommunautaires. Ce sont les problèmes qui sont nés à partir d'Arbinda et autour d'Arbinda qui entraînent donc les déplacés qui sont là. Parce que le groupe qu'on a vu ici, ce n'est pas un groupe classique concerné, comme on l'avait vu, ceux du Nord, le groupe Peul par exemple. C'est d'autres groupes aujourd'hui qui sont concernés. Donc il s'agit d'un développement du conflit intercommunautaire qui est en train d'arriver à cette dimension-là. Mais de mon point de vue, on ne voit pas exactement quelle est la stratégie réelle que le gouvernement met en place, à la fois pour réduire le terrorisme en tant qu'acte de délit, violence, et aussi en tant que réconciliation des groupes communautaires entre eux, de sorte qu'il n'y ait pas ces problèmes-là. Donc, c'est plusieurs dimensions qu'il faut aborder en même temps. Et personnellement, je ne perçois pas quelle est la stratégie. Il y a bien sûr au niveau du ministère de l'administration territoriale un projet de cohésion sociale qui est en train de se mettre en œuvre, mais on ne perçoit pas l'impact direct de ces actions tout de suite. Et on voit que les déplacés continuent à venir en nombre. Ils sont arrivés jusqu'à Ouagadougou. Cela signifie qu'on ne peut pas endiguer ces flux de déplacés vers la capitale tant qu'on n'aura pas pris des actions fortes en ce qui concerne donc, les causes donc, de ces déplacements. Et c'est là tout le problème, parce que là, c'est des solutions conjoncturelles qui sont apportées en parlant de ramener ces déplacés dans leur zone d'origine. Oui, quand on parle des zones d'origine, ces personnes dont on parle sont déjà pas loin de leur zone d'origine. Et à Piscila, sont des villages alentours. Donc vous avez vu que c'est le préfet de l'endroit qui s'en occupe. Donc elles ne sont pas très loin de leur zone d'habitation, mais ne peuvent pas aller dans leur habitation parce que ce n'est pas sûr. Alors, cela signifie qu'il va falloir sécuriser une très large zone du pays afin que les gens puissent retourner chez eux de manière durable. Et c'est plutôt ça qui est important parce que tant qu'on n'est pas sûr que d'ici 6 mois, 1 an, on est sûr qu'il n'y aura aucune attaque, on ne peut pas ramener les populations sur les terroirs. Et c'est dans ce contexte de terrorisme, de crise communautaire, justement, que ce rapport est tombé, du WANEP, cette organisation non gouvernementale, qui trace 3 scénarios. Scénario du pire cas où c'est le chaos, le terrorisme continue son action avec beaucoup d'ampleur, et ce scénario-là, estime l'ONG, est peu probable. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection, qu'il n'y aura pas, et qu'on va vers une nouvelle transition, c'est-à-dire à partir de la fin du mandat du président. Ce scénario, effectivement, comme l'a dit l'ONG, est peu probable. L'autre scénario, c'est celui du cas réaliste qui est probable, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où il y a une sorte de prise de conscience au niveau de la population, une mobilisation générale pour la cohésion sociale et pour la réconciliation nationale. Donc ça suppose des compromis. Et puis il y a le 3e scénario qui est celui donc, du meilleur cas, mais qui, l'a dit l'ONG, est très peu probable, c'est-à-dire que ça relèverait même du miracle, a-t-elle dit. C'est une adhésion totale aux appels à la cohésion nationale et au processus de réconciliation nationale, c'est-à-dire que l'ensemble des Burkinabés mettent l'intérêt général du pays au devant des intérêts particuliers. 3 scénarios,
pour ce rapport-là, que certains ont qualifié plutôt de rapport apocalyptique, d'oiseau de mauvaise augure. Oui, je connais bien un peu ce type de méthodologie-là, qui, à partir donc d'un ensemble de variables, arrive à définir donc, des scénarios de ce type-là. Ce que je trouve ici quelque peu insuffisant, entre griffes, par rapport à sur ce rapport-là, c'est que le scénario réaliste que le WANEP propose, il y a des éléments qui ne sont pas maîtrisables. On ne les voit pas. Qu'est-ce qui pourrait entraîner la prise de conscience subite des populations et du gouvernement pour aller dans le sens de la réconciliation et de la cohésion sociale, si on sait que cette question de réconciliation nationale traîne depuis 2015 au moins? Je crois qu'il y a ces recommandations en fait par WANEP, c'est-à-dire adoption d'une nouvelle constitution, adoption d'un nouveau code électoral inclusif et puis une approche de la réconciliation nationale dirigée par les coutumiers et les religieux. Oui, ce que je veux dire ici, c'est quel facteur va déclencher la prise de conscience si on prend l'exemple du gouvernement. Sa posture par rapport à la réconciliation, on la connaît. C'est celle donc du silence. En tout cas, il n'y a pas eu une réaction qu'on peut lire aujourd'hui du gouvernement par rapport à la réconciliation nationale. Donc, on voudrait savoir quel facteur pourrait amener le gouvernement aujourd'hui à changer sa position pour aller dans le sens de la réconciliation nationale. Et comme on ne voit pas ces facteurs, on ne peut pas estimer que ce serait le Saint-Esprit qui va descendre et que, du coup, aussi bien les populations vont abandonner les clivages intercommunautaires. Quand on lit certains commentaires sur les événements qui se sont déroulés à Yirgou, à Ban et ceux qui se déroulent actuellement à Arbinda, je pense personnellement que nous sommes assez loin du moment où cette prise de conscience brutale pourrait arriver et que les Burkinabés vont se réconcilier comme ça, comme par un effet de baguette magique. Il aurait fallu un ensemble de dispositifs, de projets qui soient mis en œuvre dans ce sens-là. Malheureusement, je ne les perçois pas maintenant. Donc, par exemple, l'ONG propose par exemple, au gouvernement et aux forces de défense et de sécurité de soutenir et faciliter la mise en place de cadres de dialogue intercommunautaire, par exemple, accompagner les appels au renforcement de la cohésion sociale et mettre en place l'accent sur l'éducation civique et morale, notamment sur les valeurs du patriotisme, du civisme, et puis soutenir la justice sociale et mettre la lutte contre les inégalités au cœur des politiques publiques, par exemple. Les propositions, les recommandations faites par le WANEP sont, je le trouve, louables. Elles sont cohérentes également avec l'analyse qui a été réalisée. Ce que je veux dire ici, c'est que dans une analyse des risques, on prend les éléments, les données sociales comme des faits et on les transpose à un moment donné pour pouvoir sortir une solution. Ici, ce sont des propositions qui sont faites, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on va les mettre en œuvre. C'est des propositions, par exemple, que l'armée installe des cadres de dialogue. L'armée a très bien le module relations civilo-militaires qui porte sur cet aspect-là. Mais quel est l'état des lieux aujourd'hui des relations civilo-militaires? Donc l'ONG aurait dû être enclenché par quelque chose. Exactement. Il aurait dû expliquer en quoi ces mécanismes-là doivent être déclenchés, de sorte qu'ils produisent des effets. C'est des modules qui sont déjà connus par les armées. Aujourd'hui, quelle est la situation? Donc on aurait dû également passer ça en revue afin de consolider la proposition, de sorte qu'à partir de là, on puisse avoir une nouvelle dimension. Donc, ça reste de la littérature qui, oui, dans la réalité pratique, à mon avis, les propositions restent difficiles à mettre en œuvre. Les propositions sont, je l'ai dit, louables et cohérentes aussi, mais elles paraissent aujourd'hui comme des vœux. C'est des souhaits que l'ONG émet et que peut-être le gouvernement va prendre en considération sur la base du fait que le rapport est sorti. Donc, il n'y a pas un mécanisme direct de cause à effet qui montre qu'à partir de cet élément-là, il y aura un changement. Si on prend le cadre du vote, le dernier vote du code électoral, est-ce que c'est de nature à ramener la paix et la cohésion et l'ambiance de la cohésion sociale? C'est une question, par exemple, que l'ONG aurait dû se poser pour y répondre et voir est-ce qu'on est dans le sens donc du scénario réaliste. Puisqu'elle parle d'un nouveau code électoral inclusif, ça suppose qu'elle est d'accord que le code qui vient d'être adopté il n'y a pas très longtemps... Voilà.
Donc si on voit ces éléments qui sont en train de transparaître encore et l'afflux des réfugiés qui montrent que sur le terrain, l'insécurité est en train d'augmenter, moi je crains qu'on soit plus proche du scénario du pire, mais avec des variantes. Mais tout ça, ça reste encore à réfléchir. Et on sait qu'effectivement, le gouvernement a en tête donc, de résoudre la question, afin que d'ici l'échéance de 2020, il y ait une situation plus ou moins normalisée et qu'on puisse ne pas avoir, disons, un vide institutionnel. Donc si le gouvernement a ça à l'esprit, il va encore considérer les propositions faites et d'autres aussi que ces experts vont lui proposer. De sorte que d'ici là, moi je pense seulement sur le facteur temps, qui pourra permettre donc aux acteurs institutionnels de régler les différents problèmes qui se posent avant qu'on en arrive à l'échéance de 2020. Il y a effectivement ces propositions, mais il y a aussi ce nouveau code pénal qui peut-être ne va pas arranger forcément les choses dans ce sens de la réconciliation et de la cohésion. C'est effectivement ce nouveau code pénal qui, pour beaucoup d'acteurs de la société civile, brime les libertés. Et on a vu effectivement cette semaine cette autosaisine du Conseil constitutionnel sur cette question. Est-ce là une victoire d'étape? Est-ce que stratégiquement le gouvernement est en train de chercher le moyen de revenir sur cette loi pénale? Je pense que l'autosaisine du Conseil constitutionnel peut paraître une aubaine pour le gouvernement, parce que suite à l'adoption de la loi au Parlement, il y a eu des réactions aussi bien à l'échelon national qu'au niveau international, qui n'ont pas été très favorables donc, à ces textes, si bien que le gouvernement semble être dans ses petits souliers. Et l'autosaisine du Conseil constitutionnel va être une aubaine qui va permettre de faire une remise en ordre de ces textes-là avec la Constitution et surtout avec les instruments internationaux auxquels le Burkina Faso est partie prenante. La Déclaration universelle, les pactes civils et politiques et tous les autres textes de protection que le gouvernement le Burkina a déjà adoptés, qui font partie de son bloc de légalité, et que normalement, aucun texte ne devrait venir remettre en cause. Donc si le Conseil constitutionnel remet dans l'ordre le code pénal, je pense qu'il va tirer une épine du pied même du gouvernement, qui va être plus à l'aise avec les situations. Ce qui est visé par les dispositions du code pénal aujourd'hui, je me demande bien qu'est-ce qui est visé comme nouvelle perspective, étant donné qu'on a déjà suffisamment d'éléments dans le code pénal avant l'adoption de cette modification-là, pour incriminer les situations qui sont recherchées. Or, les dispositions qui ont été adoptées sont tellement dures que même l'exercice en fait, de la liberté d'expression et même l'exercice donc de l'information posait problème. Il ne restait que le fait de lire des informations liées au terrorisme qui n'étaient pas encore incriminées. Tout ce qui concerne le terrorisme était déjà passible donc, de poursuite. Donc on se demande dans ces conditions-là, comment est-ce que les dispositifs des médias et la liberté d'expression des populations auraient pu se dérouler. Si on sait que le gouvernement a pour mission de protéger les citoyens pour leur sécurité, c'est vrai, le gouvernement fait ce qu'il peut, mais également dans tous les droits. Et la liberté d'expression, la liberté à l'information font partie des libertés fondamentales que le gouvernement a aussi mission de respecter. En attendant donc de voir sur cette question justement. Autre sujet traité cette semaine dans nos sessions d'information, c'est bien cette journée sans plastique. Il existe à ce niveau également une loi, mais est-ce que cette loi s'applique? Malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'instant. L'existence d'un 8e continent peut paraître étrange pour nous. Pourtant, il aurait été créé par chacun de nous. Ce continent, peuplé uniquement de tas de déchets plastiques, est situé au nord-est de l'océan Pacifique. Sa découverte en 1997 par l'océanographe américain Charles Moore a permis à l'ensemble de la planète de prendre conscience de l'utilisation abusive des sacs plastiques. Depuis lors, le 3 juillet a été institué Journée mondiale sans sacs plastiques pour alerter la population sur les impacts environnementaux des déchets plastiques. Cette journée a donc pour objectif de sensibiliser la population sur l'utilisation de ces sacs plastiques-là et bien sûr à la gestion quand ce sac devient un déchet. Cette journée mondiale sans sacs plastiques est commémorée par le Burkina Faso.
Elle devait se traduire par le non-usage des sachets plastiques par la population, preuve de leur engagement à tendre vers leur élimination. Mais dans les rues, les marchés et boutiques de Ouagadougou, le constat est sans équivoque. Le sachet plastique semble si indispensable aux Burkinabés que cette journée serait un non-événement. Bon, en fait, c'est les dames au marché. Sinon, moi, je ne suis pas venue avec un sachet. Je suis venue pour acheter. Moi-même, j'ai mon sachet sous la corde. Vous auriez pu refuser ou... Ouais, bon, je n'ai pas pensé à ça. Je suis arrivée, j'ai juste garé parce que ce que je voulais, c'était juste à côté. Donc, j'ai préféré garer pour acheter mes condiments rapidement. Voilà, c'est le réflexe. Les clients ne viennent pas avec des plats. Donc nous sommes contraints d'utiliser les sachets. Mais on utilise le sachet blanc. Nous pensons qu'il vaut mieux que le sachet noir. Je suis venue faire le marché et j'ai eu l'envie de manger le thon. C'est ce qui m'a incité à prendre avec un sachet. Sinon, j'ai entendu que l'utilisation du sachet plastique n'est pas bon. Seulement quelques rares personnes se sont dispensées de leur usage, mais juste pour des raisons pratiques. Le sac et le sachet ne se comparent pas. Le sachet comporte des déchets et n'est même pas pratique. Si les affaires sont lourdes, on ne peut pas utiliser des sachets. Par exemple, j'ai payé Iyam avec sachet, là, ça peut tomber, c'est pour cela. Le Burkina Faso a pourtant adopté en 2014 la loi portant interdiction d'importation et d'utilisation de sachets plastiques non biodégradables avec pour finalité la construction de 13 centres de traitement et de valorisation des déchets plastiques. 6 centres sont déjà opérationnels, mais le fléau des sachets plastiques persiste. C'est vrai, la loi existe depuis 2014. Le ministère travaille depuis la prise des textes d'application de la loi. Et sur le plan environnement, le constat est toujours amer. Il faut qu'on mette l'accent sur la gestion. Lorsque ce sachet que nous utilisons devient un déchet. À la limite, s'il est difficile de pouvoir gérer quand ça devient déchet, il faut peut-être revoir au niveau de l'importation qu'est-ce qu'il faut interdire. Il y a des pays qui sont allés vers l'interdiction totale, donc les échanges sont en cours. Il se pourrait que notre pays emboîte également ce pas, si toutefois le problème demeure. Pour certains usagers, c'est l'absence d'une politique de salubrité dans les villes qui favorise l'expansion du fléau. La meilleure des solutions, c'est de mettre des poubelles partout. Je pense que les importateurs, pour amener le gouvernement à entreprendre cette politique, avaient fait don de plusieurs poubelles au ministère de l'Environnement. Mais depuis lors, on ne voit rien venir. Du côté du ministère en charge de l'environnement, on compte s'attaquer au fléau par une application rigoureuse de la loi 017, mais aussi par la sensibilisation à travers les médias afin d'inciter la population à l'abandon des sachets plastiques dont les conséquences environnementales et sanitaires ne sont plus à démontrer. L'actualité cette semaine, c'est aussi cette victoire du Burkina Faso à Bakou, en Azerbaïdjan. Le pays a réussi à inscrire un 3e site au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, surtout célèbre pour sa cité médiévale, en témoignent ses bâtiments qui gardent toujours leur allure moyenâgeuse. C'est dans cette grande métropole que se tient ce qu'on pourrait appeler la Coupe du monde de la culture. La 43e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une compétition à laquelle le Burkina Faso a bien tiré son épingle du jeu. En témoignent ces scènes de liesse de la délégation burkinabé dans la salle de conférence après l'annonce du verdict final. Le drapeau burkinabé flotte fièrement dans la salle de conférence de Bakou. Les sites de métallurgie ancienne du fer intègrent officiellement la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui porte désormais à 3 le nombre de biens burkinabés sur la liste de l'organisation. Un pari réussi pour la délégation venue de Ouagadougou. Un bien d'une telle importance classé, c'est un événement très important pour notre pays puisqu'il s'agit à travers ce site-là
de faire savoir à l'humanité que l'Afrique, il y a 3000 ans, était déjà dans une logique de technologie très poussée par rapport à l'extraction du fer. Alors, par ces temps qui courent, il est toujours rappelé que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, mais ce type de bien nous permet de révéler aux yeux de l'humanité que ce n'est pas nos ancêtres directs, mais en tout cas, les premières personnes à peupler l'espace Burkina Faso étaient déjà dans une dynamique industrielle qui leur permettait d'aller chercher du fer à partir de la technologie des fours que nous avons montré ici. C'est très important de savoir que dans ce pays, il y a un endroit important et que la communauté internationale reconnaît cela. Et ma fierté, d'abord, c'est la situation actuelle du Burkina Faso est telle que c'est difficile. Les gens ne sont pas contents du fait du terrorisme, du fait des attaques djihadistes. Les gens ne sont pas contents du fait qu'il y ait une Coupe d'Afrique des Nations et que le Burkina Faso ne participe pas. Dans cette ambiance, si le ministère de la Culture arrive à offrir cette joie au peuple burkinabé, je crois qu'il y a des raisons d'être très fiers. Pour arriver à ce sacre, il a fallu non seulement bien préparer le dossier de candidature, mais aussi faire preuve de stratégie. Non seulement tous les pays africains, à travers la stratégie qu'on a arrêtée à Ouagadougou, soutenu le dossier, mais nous avons été également soutenus au sein du comité par, en tout cas, les grosses pointures, entre guillemets, de ce monde-là. Nous avons entre autres la Hongrie, le Brésil, et le Canada, l'État parti d'Azerbaïdjan qui nous a soutenus également. Et en tout cas, il y a eu également la Tunisie. Comme vous savez bien, la Tunisie a en tout cas une grande influence au sein du comité. Tous ces pays-là, en tout cas, nous ont soutenus, ils ont reconnu la valeur universelle exceptionnelle de notre bien. Les sites métallurgiques anciens du fer constituent le seul bien africain proposé pour inscription sur la liste du patrimoine mondial. Il s'agit d'un bien en série composé de 5 éléments repartis dans 5 localités du pays. Ils comprennent une quinzaine de fourneaux d'ébou, des mines d'extraction de minerais et quelques traces d'habitation. Abdoulaye Sawadogo, chef du village de Tiwega, l'une des localités abritant ces hauts fourneaux, a fait le déplacement de Bakou. Son rêve est devenu réalité. Je suis très satisfait d'être là, d'être à Azerbaïdjan, d'être à Bakou et que ça se couronne par une inscription. C'est un site de travail, une travail de réduction de fer et on a besoin par moment de se ressourcer par rapport à nos parents, par rapport au savoir-faire ancestral que nos parents avaient. Ce sacre historique est le couronnement d'un travail de recherche débuté il y a une trentaine d'années. Depuis la découverte du premier site par le professeur Jean-Baptiste Kietega, l'un des premiers archéologues d'Afrique de l'Ouest. En dépit de l'inscription du site du Burkina Faso, il faut noter que l'Afrique demeure toujours sous-représentée dans le patrimoine culturel mondial. Le bien supplémentaire que vient d'inscrire le Burkina Faso porte désormais à 96 le nombre de biens africains sur les 1093 que compte le patrimoine mondial de l'UNESCO. Le prochain défi pour le Burkina Faso sera de protéger et de conserver ces 3 sites. Et sur cet aspect, les autorités burkinabées présentes ici à Bakou rassurent que les dispositions vont être prises pour assurer la pérennité des biens burkinabés, mais également faire leur promotion à l'échelle internationale et nationale. Protéger, conserver, promouvoir et en faire des sites touristiques, en tout cas, voici pour les défis. On reste dans la culture avec notre deuxième invité, il s'appelle Issa Zoné, il est artiste photographe, il vient de rentrer d'Abidjan où il a participé à la première édition du Festival panafricain de la photographie d'art africain. Bonsoir, M. Zoné. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes dans la photographie depuis 1992, c'est bien ça? Oui. Voilà. Alors, vous venez de rentrer d'Abidjan, vous avez participé à ce festival-là. Vous êtes allé représenter le Burkina avec un autre collègue. Vous étiez 2 à représenter le Burkina sur la dizaine. Mais il y a eu d'abord un travail de présélection d'abord. Oui. Effectivement, il y avait 36 candidats. Et ils ont retenu les 10. Il y avait 2 Burkinabés, 2 Maliens, 3 Ivoiriens, 1 Congolais, 1 Nigérien et 1 Française. Et ce rendez-vous-là, concrètement, quel a été le contenu?
Il y avait en premier lieu, disons, des visites. Nous avons fait des visites d'abord, disons, des lieux touristiques de la Côte d'Ivoire. Ensuite, le vernissage de notre exposition, puisqu'on a exposé à l'Institut français d'Abidjan. Et on a fait aussi des opéras photos, on a fait des panels. Et on a aussi formé, c'est là que vous voyez derrière nous, ce sont les étudiants de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle d'Abidjan. Donc on est parti former les étudiants sur la deuxième année en communication. Donc il y a eu beaucoup de choses pendant ces séjours à Abidjan. Du 18 au 22 juin, justement, qu'avez-vous exposé? Et moi j'ai exposé sur la tradition au Burkina Faso, plus précisément sur la circoncision traditionnelle. Sur la circoncision, on voit justement ces images qui sont vos chefs-d'œuvre, hein, on peut les voir. Ça, c'est artistique d'ailleurs, c'est ça la différence, la photographie d'art. Oui, c'est quoi exactement? Effectivement, comme vous le dites, toute personne qui détient un appareil photo dans l'optique de créer une image est appelée photographe. Maintenant, la différence entre les photographes d'art et les photographes simples, c'est le fait que le photographe d'art, c'est quelqu'un qui cherche des images insolites pour nourrir la curiosité de la génération future. C'est un travail d'artiste tout simplement. Tout simplement. Et quel est l'avenir aujourd'hui de ce corps de métier? Vous êtes là-dedans depuis 1992, on imagine que vous vivez de ça, mais aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, tout le monde est photographe à sa façon. Est-ce que, justement, c'est une profession qui a encore de l'avenir? Certainement. Et nous avons dit aux autres de ne pas avoir peur de la concurrence, hein, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez au niveau des réseaux sociaux, il y a des gens qui informent. Est-ce que ces gens-là peuvent jusqu'à présent influencer la presse? Non. Donc la photographie, pour moi, quels que soient, les appareils que vous allez utiliser, vous ne pouvez pas être comme moi parce que j'ai déjà une vision. Et pour être un photographe, il faudrait quitter effectivement la photographie alimentaire pour rentrer dans la photographie industrielle. Ce que nous possédons aujourd'hui, ce n'est pas sûr que demain ou après-demain, nous pourrons les avoir. La preuve est que quand vous repartez 40 ans passés, vous allez voir nos mamans qui marchaient torse nu. Et les enfants sont portés avec un seul paille. Et c'est ce paille-là qui sert aussi de cassex pour la maman. Et aujourd'hui, est-ce que nous pouvons revoir ça? Hein? S'il y avait effectivement des photographes qui avaient des visions et qui faisaient ce genre de photos, aujourd'hui, ça allait quand même nous permettre de reconnaître là où on a quitté pour pouvoir préparer là où on doit aller. Comme le photographe, comme témoin du temps, hein, comme un historien également. Ce travail, il est important dans ce sens, mais effectivement, comment vous êtes organisé aujourd'hui pour faire face justement à cette concurrence des nouvelles technologies? Bon, en fait, c'est ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas une concurrence en tant que telle, parce que aujourd'hui, chacun, dans un lieu donné, a besoin d'avoir un souvenir. D'où l'importance de ces appareils, les appareils que vous utilisez, les appareils téléphonie, voilà. Mais toujours est-il que le photographe professionnel, c'est quelqu'un qui maîtrise les règles techniques pour créer son image. Et nous luttons pour que tous ceux qui vivent de la photographie là puissent avoir une formation adéquate et créer les images. Vous avez dit tout de suite que les images qui sont présentées sont des images artistiques. Quand vous voyez par exemple la photo faite autour du feu, c'est à 4 h du matin. Mais avec l'appareil, comme le portable, tu ne peux pas la créer. La même photo que vous voyez tout de suite. Cette photo-là. Voilà, vous lisez, disons combien de temps. Il y a d'abord le feu que vous voyez, il y a l'arbre, mais si vous regardez, vous voyez encore un coucher du soleil à quelque part. Alors, il faut être d'abord professionnel pour pouvoir mixer, disons, tout ce travail-là et puis donner un résultat adéquat à ce que tu veux créer. Donc, les photographes professionnels ont encore leur place. Il n'y a pas de menace sur Non, pas du tout. Voilà, parce que c'est une question d'art. Pas du tout. Pas du tout. Tout le monde n'a pas le bon il faut aller d'abord chercher l'image insolite et la créer. Parce que, comme quelqu'un le disait, c'est pas tout le monde, tous ceux qui regardent là qui voient. Mais il faut que l'artiste là regarde et qu'il faut que l'artiste aussi voit.
Quand tu regardes, tu vois, il faut créer. Est-ce qu'aujourd'hui, vos clients ont conscience de cela, ont conscience qu'il faut faire la différence entre le photographe professionnel qui fait des photographies d'art et le petit qui est au quartier, qui a son smartphone et qui peut faire des selfies, qui peut faire n'importe quelle photo. Est-ce que justement les clients comprennent cette logique et continuent de faire confiance aux photographes professionnels? Bon, ici je dirais que pour moi, il n'y a pas de petit photographe. Parce que je vous ai dit que toute personne qui détient un appareil photo dans l'optique de créer une image est un photographe. Maintenant, ceux qui vivent de la photo, c'est là par exemple qui font la photographie, le travail, ce sont des photographes professionnels. Maintenant, il y a la spécialisation. Moi par exemple, j'ai opté pour la culture. Alors qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, je ne contente pas de retomber de ces photos. Mais je sais qu'à la longue, qu'on veuille ou pas, un jour viendra où nous aurons besoin de notre passé. Et si nous avons besoin de notre passé, nous sommes obligés de travailler sur les archives. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne vois pas la concurrence. Et quand un client me propose un prix, je peux prendre ce prix juste pour pouvoir me pousser dans mon travail. Il faut bien vivre de votre travail. Pour pouvoir me pousser dans mon travail. Mais je ne dirais pas que celui-là qui détient un petit appareil, non, c'est un photographe. S'il vit de ça, c'est un photographe. Mais là où je travaille là, je sais que s'il vient, il est obligé de me demander comment est-ce que tu travailles pour pouvoir gagner ces images. Je dis cela parce que quand on parle effectivement de photographe professionnel, dans nos rédactions, au niveau de la presse écrite par exemple, de plus en plus, on voit des journalistes qui sortent avec effectivement l'appareil numérique et qui vont faire des photos pour illustrer leurs articles. On n'a pas toujours recours aux photographes professionnels. Oui, cela dépend parce que je sais que jusqu'à présent, SIPA Presse a besoin de photographes professionnels. Toutes les grandes éditions ont besoin de photographes professionnels. Voilà. Maintenant, il y a quand même ces gens-là qui ne connaissent pas d'abord la valeur du photographe et qui croient que quand tu détiens un appareil photo quelconque, tu peux avoir une photo illustrative. Vous le faites, mais la qualité en tant que telle n'y est pas. Alors, donc, pour conclure justement, vous avez participé à cette première édition du festival. Comme vous l'avez dit, ce sont des expositions. Vous avez apporté votre savoir-faire. C'est l'image du pays que vous êtes allé défendre donc à Abidjan à travers vos photos. Mais c'est aussi de la formation, de l'expérience acquise. Et pour vous, le salut des photographes professionnels, c'est aussi dans cela, la formation continue. Effectivement, comme je le disais au départ, quand nous on partait, on ne savait pas quand même qu'on allait rencontrer des photographes beaucoup plus professionnels. Moi, c'est la première fois que je suis sorti d'une manière artistique. J'ai rencontré effectivement d'autres photographes qui aujourd'hui ne demandent même pas, comment dirais-je, l'avis d'un client pour faire ses photos. Ils se contentent uniquement de photographies insolites. Chez nous, par exemple, tout de suite, on montrait les eaux fourneaux. Et au Burkina, nous avons toujours pas mal de sites touristiques qui ne sont pas découverts. Nous avons des cultures qui ne sont pas découvertes. Nous avons plein de choses aujourd'hui que nous n'avons pas mis d'abord sur support. Et nous, il fallait sortir pour savoir effectivement qu'il fallait travailler dans ces genres de domaines-là. Par exemple, moi, en dehors de ces photos, j'ai plein de films documentaires que j'ai commencé à filmer depuis 2005. Il y en a que j'ai monté, il y en a jusqu'à présent qui ne sont pas montés. Mais je suis en train de faire ça avec, disons, mon technicien. Et je crois que d'ici là, nous aurons encore d'autres choses qui ressemblent à la photographie, mais qui fait, comment dirais-je, ressortir non seulement l'image, le mouvement et en même temps le son. D'accord. En tout cas, on vous souhaite bon vent. Merci également. Merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci. Issa Zoné, il est artiste photographe. Il vient donc de représenter le Burkina Faso à la première édition du Festival panafricain de la photographie d'art africain. C'était du 18 au 22 juin. Merci Siaka Koulibaly d'être passé dans cette info. Ça sera tout pour ce soir. Excellente soirée sur nos chaînes. Bonne reprise de travail demain. Bonsoir.